Bien, bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Bienvenue aux webconférences d'Idéal Connaissance. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Fanny Garcena, la responsable des réseaux juristes publics et pilotage financier. Nous sommes ensemble pour une webconférence sur le nouveau contexte de financement des collectivités locales. Aujourd'hui, une nouvelle architecture se met en place, une nouvelle architecture de financement se met en place. L'investissement public est assuré à hauteur de 70% par les collectivités territoriales, donc l'enjeu est majeur. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Philippe Rogier, directeur du crédit de l'Agence France Locale, qui a été créée en octobre 2013, si je ne me trompe pas. Voilà, il va nous faire une présentation sur le sujet. Monsieur Étienne Chauffour, ancien maire de Juvisy et de conseiller général de l'Essonne, l'accompagne également pour alimenter les échanges et les débats. Et vous, évidemment, à distance, vous avez un petit module de questions-réponses en bas à gauche de l'écran qui vous permettra d'interagir avec nos intervenants en salle. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Monsieur Rogier, je vous cède la parole. Merci beaucoup d'avance. Merci Fanny. Donc moi, je me présente rapidement. J'ai un vécu professionnel à la fois de conseil local et de banquier commercial. J'ai rejoint ensuite l'agence en fin 2013 pour la structurer et puis lancer son activité, ce qui est le cas depuis quelques semaines. N'hésitez pas, puisque je crois que vous n'êtes pas excessivement nombreux à utiliser le module questions-réponses. On aura tout loisir de s'interrompre avec Étienne Chauffour au fur et à mesure pour vous répondre et pour rendre plus vivant la discussion. Donc vous l'avez compris, l'idée est de vous éclairer, de vous donner des éléments de compréhension sur l'Agence France Locale, mais de remettre cela, enfin notre objet, notre finalité, dans une perspective plus large qui est celle de l'investissement et dans un contexte que vous connaissez qui est celui de la baisse des dotations de l'État. Donc notre lancement et notre naissance se fait dans un contexte tout à fait particulier, où on a à la fois des taux d'intérêt extrêmement bas, un retour après des années compliquées à une offre bancaire plus large et plus forte, et puis une pression extrême sur vos sections de fonctionnement. Et pour autant, un consensus un peu large sur la nécessité d'investir dans les territoires. Donc une somme de paradoxes. Et nous, on arrive dans ce contexte-là. Et donc l'idée, c'est un petit peu d'éclairer, de justifier. C'est un exercice qu'on a eu à faire d'ailleurs pour obtenir tous les agréments nécessaires à notre autorisation de lancement, à justifier à la fois de la qualité des actionnaires et des emprunteurs avec qui on va bâtir l'agence, c'est-à-dire vous-même, les collectivités locales, et puis à la fois justifier aussi de la nécessité du recours à l'emprunt et de l'utilité du recours à l'emprunt dans ce contexte un petit peu chahuté des équilibres financiers. On est en plein débat. Hier, on a mis sur pied le conseil d'orientation de l'Agence France Locale, qui est l'organe stratégique de réflexion. Donc on a passé une matinée avec les 50 premiers membres de l'Agence France Locale, à discuter de la stratégie, à commencer à poser les bases d'une réflexion stratégique. On a fait ça en présence des présidents, bien sûr, mais aussi de la ministre, Marie-Lise Lebranchu. Et on voit bien qu'on est, malgré toutes les difficultés, enfin le consensus autour de la table. Alors vous allez me dire, c'est des gens qui sont déjà dans l'aventure, donc c'est plus normal, mais le consensus s'est fait, et notamment avec le gouvernement, sur la nécessité et la pertinence de l'outil Agence France Locale dans ce contexte-là. Donc j'ai organisé la présentation en trois vagues. La première, c'était de repartir un petit peu sur l'élément essentiel, la finalité de tout ça qui est pour nous de favoriser l'investissement dans les territoires, l'investissement en infrastructure ou dans des bâtiments et dans des rénovations de bâtiments. On verra que c'est aussi un élément important dans un premier temps. Le deuxième temps, c'est d'essayer d'éclairer un petit peu la compréhension du modèle de l'agence avec un
une idée qui est celle de la mutualisation et de la solidarité, hein, qui est une idée que vous avez à manipuler de par les lois récentes dans le contexte de vos intercommunalités. Et donc, on verra dans quelle mesure l'agence concourt à ces enjeux de mutualisation et donc d'optimisation. Et puis, en fonction des questions et en fonction du temps, j'ai une troisième présentation plus large de l'agence qu'on utilisera peut-être pour zoomer sur quelques points, notamment si vous avez des questions particulières. Donc moi, je n'aurai peut-être pas l'attention de lire toutes les questions, donc vous me signalez si je ne vois pas que des questions s'affichent, parce que je risque d'être focalisé sur mon propos. Alors, Fanny l'a rappelé en préambule, on est sur les 2 tiers de l'investissement public civil, qui est, enfin les 2 tiers, même plus, presque les 3/4, qui est réalisé par les collectivités locales. Donc on a un consensus général, hein. Vous avez suivi depuis quelques mois la mise en place du plan Juncker au niveau européen, donc il y a un consensus très large, hein, et le gouvernement le premier, le gouvernement français le premier, pour accepter l'idée que l'investissement est primordial dans un contexte de récession tel que nous connaissons depuis quelques années. Donc l'Europe s'est mobilisée avec la Banque européenne d'investissement et les banques de chaque État membre pour relayer des financements sur un certain nombre de projets. Vous l'avez sûrement analysé, les collectivités ne sont pas les premières cibles du plan Juncker, hein, mais pourquoi? Mais parce qu'elles-mêmes, elles concourent au financement de l'investissement dans des proportions extrêmement importantes dans tous les pays en Europe, mais en particulier en France. Donc, l'idée, c'est de préserver ça et puis de ne pas opposer non plus, je pense, et c'est un petit peu le paradoxe dans lequel est le gouvernement, hein, il soutient et il s'enflamme avec l'idée du plan Juncker, et à côté de ça, il bride fortement la capacité d'autofinancement et donc la capacité d'investissement des collectivités locales en réduisant de façon très drastique les dotations de l'État. Vous avez vu que l'Association des maires de France en particulier a mis sur la table le sujet de l'investissement depuis quelques semaines, avec un point d'orgue qui était la rencontre avec le Premier ministre et puis tout le buzz que l'AMF a pu organiser avant sur la situation des communes et sur l'investissement. On était hier avec plusieurs dirigeants de l'AMF et d'ailleurs on rencontre cet après-midi également François Baroin sur ces sujets-là. Et donc les solutions doivent être trouvées pour que l'investissement perdure. Alors, ça c'est un petit peu ce que j'ai indiqué à l'instant sur la part. La majorité des réseaux, bien sûr, d'infrastructures sont faits par les collectivités locales et non pas par l'État. Et à l'intérieur de cet ensemble, vous le savez également, c'est presque les 2 tiers qui sont portés par le bloc communal. Donc, alors, un autre élément, et c'est peut-être pour ça qu'on oppose un petit peu je dirais, le côté positif et favorable du plan Juncker et le côté peut-être moins glorieux des investissements des collectivités, c'est que de par l'équipement extrêmement élevé de la France avec tous les investissements qui ont été faits depuis 40 ans, l'essentiel finalement des travaux et d'investissements sont dans le renouvellement d'infrastructures existantes plus que dans la création d'infrastructures nouvelles. Et donc, le danger de ça et du discours un petit peu ambiant, c'est de dire 2 choses, c'est que l'équipement a été fait et que donc tout est à niveau et qu'il n'y a plus besoin d'équipement neuf, et on a tendance à en traduire immédiatement l'idée qu'il y a beaucoup moins besoin d'investir. En fait, c'est faux parce que peut-être que la nature a fait que dans les dernières années, le choix des collectivités locales a été plutôt justement de créer des équipements neufs et peut-être
de ne pas apporter toute l'attention nécessaire aux travaux de rénovation d'un certain nombre de bâtiments. Donc il y a un enjeu de suivi de ces dépenses-là. Et puis surtout, il y a un enjeu qu'on oublie trop parfois, hein, même si tout le monde nous le rappelle, c'est celui de l'efficacité énergétique, et que donc beaucoup de bâtiments nécessitent des investissements dans cette logique, qui n'est pas uniquement une logique d'investissement pour investir, mais aussi de générer des économies dans le fonctionnement derrière. Alors, vous savez que la Cour des comptes est aussi un petit peu schizophrène parfois dans ses commentaires, c'est-à-dire qu'elle est à la fois elle reconnaît qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits en maintenance des bâtiments, à la fois elle est obsédée par l'idée de la maîtrise des déficits publics, bien sûr, et donc sur le fait que les collectivités locales ne hiérarchisent pas ou ne filtrent pas suffisamment bien les choix d'investissement qu'elles font. Donc selon les moments et selon les paragraphes, on voit bien qu'elle-même, hein, comme le gouvernement, d'ailleurs la Cour des comptes, elle est un petit peu dans des paradoxes entre favoriser l'investissement, moteur de croissance, moteur d'équilibre des territoires, et puis contenir les déficits publics. Enfin, c'est pas à vous que je vais rappeler que lorsque une collectivité emprunte, c'est essentiel, enfin exclusivement pour investir. Lorsque l'État emprunte, c'est pour déjà, avant toute chose, équilibrer son fonctionnement. Alors, tout ça, il y a quand même une vraie menace. Hein. Donc, il y a eu des chiffres qui ont été publiés sur l'investissement en 2014, qui a baissé, ou c'est ralenti, ce qui est un élément classique dans une année de transition électorale pour le bloc communal, mais qui est en même temps plus fort, une baisse plus forte qu'elle ne l'a été lorsqu'on regarde par exemple l'année 2008. Hein, donc selon la façon dont on prend les choses, on est entre 7 et 10% de baisse de l'investissement sur 2014. Donc c'est normal que ça se soit tassé, mais ça s'est clairement tassé un petit peu plus qu'on l'imaginait. Donc menace de niveau d'investissement dans un contexte économique qui au contraire lui nécessite ou nécessiterait plus d'investissement pour soutenir la croissance. Alors à côté de ça, on a une situation de base fiscale, enfin de matière fiscale qui est plutôt atone ou avec une croissance relativement faible. Alors là aussi, bien sûr, ça dépend des territoires et des niveaux de développement et d'attractivité de telle ou telle commune, mais on est quand même dans un niveau, suite à la réforme de la taxe professionnelle, même si la CVAE déçoit moins que les craintes qu'on pouvait avoir à un moment, mais malgré tout, on n'est pas dans des progressions de la richesse fiscale au niveau de l'assiette, en tout cas, aussi forte sur les 5 dernières années que dans les périodes précédentes. Donc il y a ce tassement-là. Il y a bien sûr les décisions de l'État sur les dotations et dont les effets ne sont pas encore là, hein, puisque les effets réels, ils sont sur 2015. 2014 était relativement passé facilement. Les effets réels, ils sont en 2015 et surtout sur l'accumulation 2016-2017 derrière. Donc vous savez que l'AMF a à la fois fait un constat sur la situation et la photo 2014. Elle a aussi fait une enquête auprès des maires pour évaluer les conséquences sur l'investissement et sur les situations tendues. On converge sur un chiffre de 1500 communes qui seraient en situation très tendue. En définitive, on n'en sait rien. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour anticiper comment vont se clôturer les comptes 2015. Lorsqu'on parle de 1500, soit on fait des projections un petit peu à l'emporte-pièce, en considérant que rien ne change sauf la baisse des dotations de l'État. Effectivement, ça fait des situations qui peuvent se dégrader trop fortement dans certains cas. Mais le chiffre de 1500 communes, si vous voulez, c'est tout simplement le nombre de collectivités qui sont suivies par le réseau d'alerte du Trésor public et qui les a de toute façon en veille avant même qu'on ait mesuré les conséquences de la baisse des dotations de l'État sur les comptes administratifs 2015. Donc il y a cette sensibilité-là, mais il
faut pas se tromper, l'État est parfaitement conscient, le gouvernement, la DGCL est parfaitement conscient que la baisse massive des dotations de l'État passe, si on regarde au niveau macro, c'est-à-dire si on agrège toutes les collectivités locales, ou en tout cas tout le bloc communal pour en faire une macro-collectivité locale, on s'aperçoit que ça se dégrade, mais ça, à la fin, ça passe à peu près. Bien évidemment, la réalité, elle est tout autre, puisqu'il y a une somme de situations individuelles, et dans ces situations individuelles, personne ne doute ou n'ignore que certaines collectivités sont vraiment dans des situations intenables, mais le pari, je pense, du gouvernement, c'est que d'abord, il a une capacité à les suivre, à les identifier un petit peu en amont, d'une part, et d'autre part, il y aura des mécanismes soit naturels avec ce qu'on connaît de la péréquation, soit naturels avec une petite dose d'ajustement nécessaire, et ça sera tout le travail de distribution des dotations de péréquation dans le cadre de la loi de finances 2016 que de corriger les choses pour qu'à la fin, la somme de communes qui soient vraiment dans des situations intenables soit réduite à néant ou presque. Donc le pari, c'est celui-là. Vous avez bien, je pense, entendu les propos des maires et de l'AMF qui est de dire que c'est pas acceptable, mais aujourd'hui, on en est là. Donc sur l'idée de l'État lorsqu'il réduit drastiquement les subventions, les dotations, il faut revenir un petit peu en arrière. L'idée originelle de nombreux fonctionnaires de la direction du budget ou de la direction du Trésor à Bercy, c'était plutôt avant tout de régir les choses, c'est-à-dire de contrôler réellement le niveau de la dépense ou le niveau du recours à l'emprunt. C'était une situation qui était dans un premier temps privilégiée. Plutôt que d'être aussi brutal sur les dotations de l'État, la solution proposée, c'était plutôt finalement de prendre la main à votre place et de décider un petit peu quelle est la norme d'évolution des dépenses, quelle est la norme de recours à l'emprunt, etc., d'avoir une politique complètement guidée par le pouvoir central sur ces sujets-là. Vous avez noté comme moi que les premières années du quinquennat du président actuel ont été marquées par un certain nombre de décisions défavorables du Conseil constitutionnel, et immanquablement, des décisions de cette nature sur le contrôle de la dépense locale auraient conduit également, on le pense, et ce que le gouvernement a pensé, je crois, qu'il y aurait aussi une anticonstitutionnalité de ce type de mesure, et donc on y a renoncé. Et du coup, après avoir renoncé à ça, il fallait quand même ne pas oublier l'objectif principal qui était la baisse de l'endettement consolidé. Administration publique locale plus État central, plus organisme de sécurité sociale. Donc les trois pans de la dette publique devaient être contenus, et notamment celui des collectivités. Et donc, faute de pouvoir le décider en centrale, il fallait le faire en sorte que ça soit une réalité sur le terrain. Et donc, la seule façon, c'était de travailler sur la grandeur que l'État maîtrise, c'est-à-dire les dotations de l'État dans les lois de finances annuelles, année après année. L'État a totalement la main, finalement. Enfin, le Parlement, bien sûr, mais l'État suggère, et le Parlement et la majorité parlementaire l'adoptent, de contenir la dépense liée aux dotations de l'État. Et donc l'idée derrière, c'est que cette baisse des dotations de l'État, elle se traduise par une baisse du recours à l'emprunt. Mais ce qu'on oublie de dire, et c'est ça le propos, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que si on est aussi mécanique et primaire, je dirais, que cela, ça veut dire que c'est l'investissement qui trinque au passage, puisque on n'emprunte que pour investir, et donc il y a mécaniquement un impact sur l'investissement. Et avec des conséquences qu'on se refuse de mesurer pour l'instant, et c'est tout le propos des débats avec les élus locaux. Les conséquences qu'on se refuse de mesurer, on se refuse à les mesurer parce qu'aussi elles sont pas simples à mesurer, mais on se refuse à mesurer les conséquences de la chute de l'investissement sur l'économie, c'est-à-dire que à partir du moment où on supprime l'investissement des collectivités locales, vous savez comme moi que dans certains territoires,
c'est l'ensemble du tissu économique qui va en souffrir. Alors c'est peut-être moins vrai en région parisienne que dans d'autres territoires, mais il est quand même évident que si durablement l'investissement diminue, il y aura des effets sur l'économie, sur le secteur du BTP, etc. Donc le débat est là aujourd'hui, et il faut essayer de l'éclairer avant qu'il soit trop tard, et que les élus finalement s'engouffrent dans ce qui est pas forcément critiquable, hein, ce qui est un peu de bon sens, c'est une crainte du lendemain par rapport à leurs grands équilibres, et donc des décisions un peu drastiques sur l'investissement qui sont plus faciles à prendre, vous en conviendrez, sur le plan pas sur le plan politique, mais sur le plan opérationnel. Des décisions de ne pas faire des investissements sont plus simples à prendre que des décisions de peser sur la section de fonctionnement. Alors l'autre levier, c'était les ressources. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les ressources fiscales en termes d'assiette sont pas dramatiques, mais n'ont pas non plus une dynamique très forte. Et donc l'autre levier, c'est la pression fiscale, c'est-à-dire les taux. Et vous avez suivi, comme moi, le débat récent, hein, notamment concerné plutôt des grandes villes, parce que c'est celui qui a été médiatisé, de choix fiscaux d'augmentation des taux. Donc, hein, on a beaucoup parlé de Toulouse et de Bordeaux là, cette année, qui ont fait le choix d'augmenter la pression fiscale, les taux, pour répondre à ce nouveau paradigme, en faisant donc un choix fort et affirmé et assumé d'investir. Mais on s'aperçoit que les leviers autres, qui seraient vraiment mécaniquement de réduire les dépenses de fonctionnement à due concurrence de la baisse des dotations de l'État, eh bien ça, même si c'est louable, même si c'est peut-être jouable avec des effets de mutualisation dans l'interco, etc., c'est absolument pas réalisable dans un délai aussi court, puisque c'est des démarches dont on tire les bénéfices éventuels sur des durées longues. Je vous rappelle aussi que toutes les démarches un peu abouties de mutualisation souvent coûtent plus cher au début. Donc il y a déjà un premier surcoût, hein, on le voit sur tout ce qui est dit par ailleurs sur les régions aujourd'hui. Hein. On commence à avoir des éléments un peu palpables sur les conséquences des fusions de régions. Et donc les conséquences immédiates des fusions de régions sont un alourdissement des coûts. Alors c'est pour la bonne cause, mais il faut, dans un contexte où on réduit forte... Là, eux, ils ont la capacité à la limite d'assumer ce surcoût temporaire pour mieux générer des économies durables derrière, donc c'est très bien. Le bloc communal n'a pas souvent cette souplesse-là, et donc il n'est pas forcément évident de parier sur des logiques de mutualisation, parce qu'à court terme, elles peuvent avoir des effets finalement plus coûteux que d'économies fortes, même s'il faut savoir les faire, en tout cas les mettre en œuvre. Donc voilà un petit peu tous les paramètres qui sont autour de la table. Et donc, face à ça, on a un environnement qui est quand même de comprendre qu'à la fin, il va falloir investir et que pour le faire, il faudra emprunter. Il faudra emprunter d'autant plus que vous avez quand même, quand on parle de la macro-collectivité locale, si on décompose un peu, on a deux catégories de collectivités. Nous, on le voit bien dans les discussions qu'on a avec les membres de l'Agence France Locale. Il y a beaucoup de collectivités qui sont déjà relativement endettées et qui sont obligées non pas de réduire leur endettement, mais en tout cas de le contenir. Et donc celles-là, déjà, elles ne vont pas pouvoir ne plus avoir recours à l'emprunt, mais en tout cas, elles vont essayer de limiter le recours à l'emprunt, à l'amortissement naturel de la dette, pour que l'emprunt global, le stock, stagne ou diminue légèrement. Mais à côté de ça, vous avez beaucoup de collectivités, notamment des groupements et quelques villes, qui ont des capacités d'emprunt extrêmement importantes, puisqu'elles n'ont pas ou presque pas d'endettement. Et donc, vous avez conscience qu'il y a une grande hétérogénéité de situations, hein, dans le bloc communal, entre les deux cas de figure. Et celles qui n'ont pas d'emprunt et pas de dette, eh bien, elles, face aux décisions de l'État de baisse des dotations,
elles ont naturellement, enfin moi j'en connais pas qui ait décidé autre chose, hein, elles ont naturellement décidé de poursuivre leur stratégie d'investissement et du coup d'avoir une augmentation forte, en proportion en tout cas, très forte même parfois, du recours à l'emprunt, parce qu'elles n'ont pas de dette et donc elles vont considérer que maintenant elles vont en avoir et que la dette n'est pas forcément mauvaise. Hein, donc la nécessité d'emprunter malgré le contexte est pour nous avérée. Et donc on a beaucoup travaillé en fin d'année dernière lorsqu'on attendait les autorisations et notamment l'agrément de l'autorité de contrôle. On a beaucoup travaillé sur ces éléments de prospective pour démontrer que malgré tout ce qu'on vient de dire, le recours à l'emprunt n'allait pas baisser. Hein, on nous a dit, parce que nous on nous disait vous arrivez, c'est sympa votre truc, mais vous arrivez bien trop tard, il n'y aura plus d'investissement, donc plus d'emprunt, donc c'est fini. Donc certes, il y aura moins d'investissement, peut-être, en tout cas dans certains cas sûrement, et globalement peut-être, c'est déjà le cas sur 2014, mais ça ne veut pas dire, et au contraire, qu'il y aura moins besoin d'emprunt parce que, comme je l'explique, il y a des collectivités qui vont emprunter, et puis d'autres qui ne vont pas augmenter leur endettement, mais qui vont continuer à emprunter pour renouveler leur stock. Donc on ne peut pas gommer la nécessité d'avoir des solutions de financement, mais avec un fond de décor qui est la dégradation en tendance de la situation financière des collectivités locales, et donc peut-être une position des banques, des établissements de crédit, un petit peu différente et de moins en moins, je dirais, favorable par rapport aux emprunteurs publics. Hein, donc c'est bien dans ce contexte-là que l'agence est née, et donc pour servir un petit peu de sécurité, de force de rappel au dispositif du financement externe de l'investissement, en constituant le plus vite possible, c'est notre enjeu maintenant. Maintenant, on n'a plus un enjeu d'arriver à faire tout ce que je viens de dire, mais on a un enjeu à le faire le plus vite possible, en fait. Et donc, constituer le plus vite possible le socle du financement externe des collectivités locales, avec une ambition qui est le plus vite possible, à nouveau, de faire 25% du stock. Et donc, ça veut dire faire 25% des financements qui sont demandés chaque année. Nous, on a été prudents, hein, vu tout le contexte et tout ce qu'on nous disait, on a mis dans nos prévisions un emprunt annuel des collectivités à 16 milliards d'euros. On voit qu'il a été de 20 milliards un peu en 2010-2011, il a un petit peu baissé en 2012, 2013, 2014, autour de 18 milliards, mais on est déjà finalement bien au-dessus de nos 16 milliards. Donc nous, on s'est mis dans un format prudent en disant on serait amené à faire 25% de ça le plus vite possible, c'est-à-dire 4 milliards d'euros de financement par an. Et dès cette année, on a l'ambition et les éléments dont on dispose à ce jour nous encouragent dans cette prévision. On a l'ambition de prêter dès la première année, donc dès 2015, 800 millions d'euros à nos membres. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, les alternatives et pourquoi est-ce que le socle Agence France Locale est utile et voire nécessaire. Sur le premier point, c'est les banques, le secteur des banques commerciales hein, qui sont là, et notamment les réseaux mutualistes hein, qui sont auprès des collectivités locales depuis toujours en fait, hein, en tout cas dans notre horizon de vue à nous, enfin à vous et à moi. Donc les banques commerciales et notamment les réseaux mutualistes sont là depuis tout le temps. Ce qu'il faut et donc la conséquence, c'est qu'on était dans un monde où les collectivités étaient largement couvertes par les banques commerciales et donc avaient l'habitude de recourir exclusivement au crédit bancaire hein, pour financer leurs investissements. C'était, il y a un chiffre qui est indiqué ici, 97% avant la crise, je ne sais plus quelle était l'année de référence, mais vraisemblablement 2007 ou 2008, où il y avait 97% des financements qui passaient par le secteur bancaire. Le secteur bancaire traditionnel, commercial, multi-clientèle, hein, que vous connaissez bien. Donc ça, c'est l'histoire. Alors, il faut avoir en tête que c'était drivé par le poids d'un acteur ultra dominant qui était le Crédit Local de France, puis Dexia Crédit Local ensuite. Donc il y avait un leader extrêmement puissant.
drivait le dispositif. Mais il faut aussi avoir conscience que c'était radicalement différent de ce qui se passait dans d'autres pays en Europe. Alors nous, on s'en apercevait pas, on était dans notre dispositif qui fonctionnait bien, avec un oligopole autour d'un acteur dominant, ultra dominant, mais c'était une situation finalement, somme toute, assez particulière. Et la crise, alors je vous rappelle que la crise, elle s'est faite en 2 temps, hein. Il y a eu 2008 et 2011, schématiquement. La première crise, c'est finalement, alors c'était la plus violente, mais c'est plus une alerte qu'autre chose. Hein, bon, les premières alertes, c'est 2007, la crise de septembre 2008, c'est une grosse alerte, avec des banques extrêmement chahutées, certaines qui font faillite aux États-Unis ou en Europe avec justement Dexia. Mais finalement, après, tout repart très vite, 2009, 2010, début 2011, tout repart comme avant. Si vous vous en souvenez, en 2009, 2010, les marges ont à nouveau diminué très très rapidement et très violemment. L'offre était extrêmement abondante. Les banques qui ont pris le relais de Dexia ont fait des volumes de crédit aux collectivités locales absolument colossaux. Et donc, tout était bon. 2011, là, on a plus une vraie crise structurelle et c'est le vrai changement, si vous voulez, dans la régulation bancaire, dans les décisions qui sont prises derrière, dans le fait que ça sera plus jamais comme avant et que la manipulation des bilans de la part des banques ne peut plus se faire dans les mêmes termes qu'elle se faisait précédemment. Donc il y a un vrai changement, mais qui finalement s'est étalé sur quelques années. Alors cette crise, même avec la première alerte de 2008, elle avait mis en évidence l'extrême fragilité du système dans lequel s'étaient mis les collectivités locales elles-mêmes, hein, avec un acteur ultra dominant, et le fait qu'ils disparaissent brutalement en une journée ou en un week-end fait que en 2008 on a craint fortement le fait que il y a une masse extrêmement considérable de comptes administratifs qui soient clos en déficit réel compte tenu de l'impossibilité de recourir à l'emprunt. Et donc l'État a donc pris conscience assez tardivement, hein, puisque j'ai plus en tête les dates, mais je crois que l'actionnement, c'est pas un très joli mot, mais la mise en action de la Caisse des dépôts en 2008, elle a été extrêmement tardive. Elle a été en novembre ou début décembre, enfin c'était vraiment à l'arrache sur les derniers mois de l'année. Alors en même temps la faillite elle datait de septembre, hein, donc c'était logique, mais ça s'est fait un petit peu au dernier moment, et avec je me souviens, hein, je m'en souviens très bien, la DGCL qui essaie de recenser voilà, le nombre de collectivités qui n'allaient pas pouvoir emprunter, et donc le nombre de comptes administratifs dont elle allait hériter avec les chambres des comptes pour les reprendre compte tenu des déficits réels. Donc tout ça, ça a été stoppé par le recours à la Caisse des dépôts. Mais alors, il faut quand même pas oublier cela, hein, et qu'il y a eu vraiment une fragilité à ce moment-là. Alors ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la crise de 2011, elle a imposé, ou elle a fait en sorte que des règles dites prudentielles, c'est-à-dire de gestion du bilan de la part des banques, ont été mises en œuvre, et on n'est pas encore au terme de leur mise en œuvre effective, hein. Les règles ont été définies, mais la mise en œuvre effective, elle s'étale dans les années qui viennent. On parle même de durcir des règles, les règles qui sont sur la table aujourd'hui. Vous savez qu'on a parlé de BAL 3, hein, qui est la troisième génération de règles prudentielles sur les bilans des banques. BAL étant le siège, vous le savez, de l'autorité supranationale qui règle tous ces sujets-là. Et donc, on parle de BAL 4, on parle de durcir encore ces éléments, et donc les banques sont projetées dans ce schéma-là. Donc nécessairement, les banques ne peuvent plus piloter la distribution de crédit dans les mêmes termes qu'elles le faisaient précédemment. Alors, le paradoxe, c'est que vous vivez depuis 2012, depuis 2013 plutôt, depuis fin 2012, début 2013, à nouveau un retour de l'offre bancaire, mais ne vous l'aurez pas, elle est essentiellement liée, mais finalement ça a toujours été un peu le cas, hein, mais c'était moins visible quand l'offre était surabondante
et qui avait Dexia qui était surdominant, mais ça a toujours été le cas. Les banques ne vous l'auraient pas, elles interviennent aussi en fonction d'une logique d'ajustement, c'est-à-dire que leur clientèle essentielle, et surtout dans le monde d'aujourd'hui des ratios, leur clientèle essentielle, ce ne sont pas les collectivités locales, ce sont des clientèles avec qui elles peuvent distribuer l'ensemble de leur palette de services. Les collectivités locales, les banques ne peuvent distribuer qu'un seul élément, c'est le financement long terme. Il n'y a pas de perspective que la trésorerie de l'État vous revienne, même si aujourd'hui, je fais une petite digression, mais vous savez qu'un des sujets essentiels de préoccupation de l'État, c'est justement maintenant, c'est l'énorme matelas de trésorerie des collectivités, parce que avec les taux d'intérêt négatifs que nous connaissons, finalement cet argent qui a rapporté énormément à l'État, hein, je vous rappelle que les taux au jour le jour étaient à 4% encore il y a quelques années, c'était des montants colossaux qui étaient au bénéfice du budget de l'État et en votre défaveur. Aujourd'hui c'est l'inverse. L'argent que vous avez, vous, il ne vous rapporte rien, mais il ne vous coûte pas grand-chose, il coûte à l'État, puisque les taux d'intérêt sont négatifs et que la disponibilité de ces sommes, elle n'est pas totale pour l'État. Il ne peut pas placer à 30 ans puisque elles vous appartiennent et vous pouvez en faire l'usage. D'ailleurs, vous avez pu constater que depuis 3 ans, on a eu 3 années successives, enfin 2013, 2014, et ça sera vraisemblablement le cas encore en 2015, de baisse du stock de trésorerie, et les collectivités reprennent finalement la trésorerie qu'elles avaient notamment constituée en 2012 de façon massive face à nouveau aux difficultés de recours à l'emprunt. Donc tout ça pour dire que les banques aujourd'hui ajustent l'utilisation de leurs ressources pour prêter là où elles peuvent prêter. Si la reprise revient comme on le suppose, ou en tout cas comme on l'espère, nécessairement l'allocation des moyens de financement des banques repartira sur le marché de l'immobilier pour les particuliers ou sur le marché de l'investissement des entreprises. Et ça, personne ne s'en plaindra, hein, à la limite. C'est normal et ça serait une bonne chose pour l'économie française que l'investissement privé reparte et accapare une bonne partie des besoins de financement, enfin des capacités de financement des banques. Ça, c'est quelque chose qui se reproduira à nouveau. Je vais juste citer, parce qu'elle m'a plu, la phrase de Marie-Lise Lebranchu hier qui clôturait nos travaux et qui a dit il ne faut pas vivre, on doit tirer les leçons du passé, il ne faut pas vivre la finance au présent. Les collectivités qui nous disent aujourd'hui vous êtes sympa, votre idée elle est bonne, mais en fait on n'a plus besoin de vous, vous auriez dû être là en 2012, vous arrivez trop tard, on pourra vous expliquer, je pourrais vous expliquer pourquoi on n'a pas pu être là en 2012, mais ça c'est une autre histoire, parce que l'idée est sur la table depuis 2004, hein, donc c'est pas faute pour certains élus de l'avoir portée depuis longtemps. Mais les collectivités qui nous disent votre truc est sympa, mais désolé, vous arrivez trop tard, ce sont des raisonnements de gestion du présent. L'enjeu là, c'est de gérer, alors le passé, c'est trop tard, on fait comme on peut, mais de gérer l'avenir. Et donc l'avenir, c'est nécessairement une gestion de la part des banques qui est d'arbitrer, et c'est tout à fait légitime. Ce sont des banques universelles, et elles vont arbitrer en fonction de leurs intérêts et ceux de leurs actionnaires, et ça, en aucun cas, ça ne peut être critiquable. Et la conséquence, c'est que vous, collectivité locale, vous êtes la variable d'ajustement, et ça peut repartir aussi vite que c'est venu, et donc il y aura des arbitrages massifs. Vous n'avez jamais vous n'aurez jamais une banque qui se fera poursuivre pour le soutien abusif, ou alors dans des cas extrêmes de petites collectivités, mais les banques, elles peuvent aller et venir auprès de vous comme bon leur semble. Vous savez très bien que pour une entreprise, c'est pas le cas. Une banque peut pas abandonner une entreprise, elle se fragilise elle-même parce qu'elle est en faute en fait si elle fait ça. Aujourd'hui, les banques, vous les avez vues quand même depuis 5 ans, elles sont sorties comme ça, et elles reviennent et vous les accueillez à nouveau bras ouverts. Donc c'est très bien.
Mais ayez conscience du côté opportuniste des choses et du fait que, à l'inverse, vous avez besoin, surtout dans une période où votre situation in globo se dégrade, vous avez besoin d'avoir des partenaires durables. Alors, partenaires durables, il n'y a pas que l'agence, on l'a cité précédemment, il y a le secteur public, le secteur financier public qui est là également. Le secteur financier public, c'est essentiellement la Caisse des dépôts. Et la Caisse des dépôts est intervenue en 2008, je l'ai rappelé, elle est réintervenue en 2012 également. Donc, elle est un levier. Mais là, il y a deux bémols. Le premier bémol, c'est que même si elle s'installe dans le paysage, je vous rappelle que la Caisse des dépôts, ce n'est pas son objet. La direction des fonds d'épargne de la Caisse des dépôts, son objet, c'est le financement du logement social. À nouveau, on a bénéficié, avec le fort engagement de la Caisse, d'un double élément. Le premier, c'est une augmentation massive, mais vraiment massive, vous vous en souvenez, de la collecte sur le livret A, donc avec l'augmentation du plafond, qui a eu lieu avec deux niveaux successifs. Donc ça a donné un afflux de dépôts extrêmement important. Donc la Caisse des dépôts s'est retrouvée avec une difficulté qui était d'allouer, en fait, et de garder un équilibre entre les allocations un peu intérêt général, logement social, collectivité locale, et les allocations purement financières qu'elle fait par ailleurs. Donc il fallait quand même pas que le financement du logement ne représente que 20% des 350 milliards dont dispose la Caisse. Donc il fallait rééquilibrer avec d'autres emplois. Ça, c'est le premier élément qui a amené la Caisse à intervenir. Et puis le deuxième, c'est que le logement social, malheureusement, vous le savez, est un peu en panne depuis quelques années et que la demande, tout simplement, n'est pas au rendez-vous, en tout cas n'est pas au rendez-vous des attentes et en tout cas est plus faible qu'elle ne l'était par le passé pour la Caisse en termes de financement et de construction de logements. Donc les deux éléments, plus de dépôts et moins d'emplois sur l'objet essentiel, ben, naturellement, ça paraissait pas, et le contexte qu'on connaît sur les collectivités locales en 2012 qui était difficile, ben ça donne une intervention de la Caisse avec une logique de pérennité qui a été affichée avec ce programme de 20 milliards 2013-2017, mais une pérennité toute relative puisque elle reste complètement temporaire et sujette à renouvellement. Vous savez que sur les 20 milliards, en plus, il y a 5 milliards qui ont été retirés pour être tout de suite remis sur des sujets spécifiques liés à la transition énergétique, donc avec un fléchage beaucoup plus drastique et donc un taux de consommation. Vous savez que chaque fois qu'il y a un fléchage plus fort, c'est légitime par rapport aux finalités d'intérêt général, aux finalités de l'État. Dès qu'on a un fléchage plus fort, mécaniquement, c'est plus contraignant et donc il y a une consommation plus faible. Donc il faut faire la part des choses entre des enveloppes, des montants d'enveloppes globaux, 20 milliards, 5 milliards, etc., et leur consommation effective qui va dépendre de la facilité avec laquelle on peut les mettre en place. Donc pour avoir un taux de consommation des enveloppes le plus fort possible, il faut qu'il n'y ait aucune contrainte. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas oublier 2012. En 2012, lorsque l'État préfigure cette enveloppe un peu plus durable, et puis met en place en avril, sans attendre la fin de l'année, met en place en avril une enveloppe un peu exceptionnelle à nouveau de la part de la Caisse des dépôts, la question se pose de la part de l'État, puisque ce n'est pas la Caisse des dépôts qui décide, la Caisse des dépôts n'est pas en cause là-dedans, c'est la direction du Trésor qui décide à la fois des décisions d'octroi de crédit aux collectivités locales et de prix. C'est la direction du Trésor qui vraiment est le responsable de la politique de la direction des fonds d'épargne, ce n'est pas la Caisse des dépôts elle-même. Et bien, lorsque la direction du Trésor en 2012 se pose la question de savoir à quel niveau de prix il faut mettre en place cette enveloppe d'urgence de la Caisse des dépôts, elle réunit les banques, parce que la direction du Trésor a le réflexe de réunir les banques quand elle a des décisions à prendre. Et donc, elle réunit les banques et elle demande aux banques d'intervenir à côté de la Caisse des dépôts. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait une enveloppe de 10 milliards. Les banques s'étaient réunies, avaient dit, bon, on met 10 milliards sur la table, la Caisse des dépôts, mais c'était une enveloppe de 5, et puis ça faisait 15, puis à la fin, on n'était pas loin du compte, et ça suffisait. Et donc, les banques disent, on met 10 milliards, mais on va les mettre à nos conditions.
Et donc, on ne les mettra que si la Caisse des dépôts, enfin le prix qui est fixé pour les interventions de la Caisse des dépôts, est cohérent avec le prix que nous, on a un petit peu envisagé de pratiquer. Parce que si d'aventure, vous mettiez un prix pour l'intervention de la Caisse des dépôts plus faible que celui qu'on a envie, nous, de mettre, ben on va être gêné, les collectivités locales vont hurler, etc. Et donc, en janvier, avec une décision qui a pris effet en avril, en janvier 2012 et une décision avril 2012, la direction du Trésor décide de fixer le niveau d'intervention de la Caisse des dépôts à 320 points de base, c'est-à-dire 3,20%. Comparez ça, n'oubliez pas ce chiffre, comparez ça à ce que vous avez aujourd'hui comme de la part des banques comme offre. Et les entreprises, une entreprise lambda, au même moment, en pleine crise, hein, donc on est dans accès au crédit compliqué, tout est grippé, etc., début 2012, très difficile. Les entreprises lambda empruntent entre 150 et 180 points de base. Et l'État décide de poser le niveau de prix aux collectivités locales, à ce moment-là, à 320 points de base. Alors, ça paraît anodin maintenant, mais n'oubliez pas que vous avez quand même collectivement emprunté 20 milliards à ces niveaux-là. Alors les marges ont baissé un peu en fin d'année. À la fin, on a des statistiques qui nous ont montré que c'était 280 points de base, finalement le prix moyen de l'emprunt des collectivités locales en 2012. Donc 2,8% de marge sur 20 milliards d'euros qui ont été empruntés en 2012. Donc ça veut dire que, pour revenir au propos et au deuxième paragraphe de la planche que vous avez sous les yeux, ça veut dire que le recours au secteur public, il est quand même pas forcément toujours au strict bénéfice des collectivités locales, parce qu'il y a des éléments qui sont un petit peu pilotés par l'État. Et la décision vraiment pour les élus locaux qui portent le projet depuis le début, c'est vraiment cette idée d'autonomie, à la fois vis-à-vis du secteur bancaire traditionnel, parce que lui, on lui en veut pas, mais on sait très bien qu'il a d'autres priorités, et du secteur public, où là, l'État est à la manœuvre et n'a pas forcément des intérêts qui sont totalement convergents avec ceux du monde local en permanence. Troisième élément, et ça c'est la crise qui a favorisé son essor, c'est le financement direct au marché. C'est de dire, les banques, c'est compliqué, elles vont garder une place, notamment les réseaux mutualistes peut-être avec les petites collectivités, elles vont garder une place, mais pas simple. La Caisse des dépôts, c'est pas pérenne, c'est fragile, c'est compliqué, c'est risqué, on est entre les mains du Trésor. Donc finalement, on va se prendre en main, on va aller tout seul chercher des fonds sur les marchés. On va faire valoir notre signature. On a une signature qui est meilleure que celle des banques, nous, collectivités locales. On a une signature que, parfois, il est même dit qu'elle est meilleure que celle de l'État. Donc, pourquoi ne pas y aller tout seul? Puis en plus, il y a deux entités qu'on peut observer, qui font ça depuis 20 ans très bien. C'est la région Île-de-France et la ville de Paris. Alors, c'est des collectivités, certes, beaucoup plus importantes, avec des besoins d'emprunt forts et réguliers, mais pourquoi ne pas se mettre dans leurs pas et essayer de le faire? Et donc, 2012, 2013, surtout, de nombreuses collectivités de taille moyenne, pour des montants de 5, 10, 30 millions d'euros, ont réussi à recourir au marché directement. Alors avec, en revanche, beaucoup de limites, des contraintes et des limites. Des contraintes parce qu'il faut avoir un dispositif d'organisation interne pour le faire. C'est pas aussi simple que d'emprunter auprès d'une banque commerciale. Il faut obtenir une notation d'une agence spécialisée. Il faut quand même ces volumes, même s'ils sont limités, on ne parle pas de plusieurs centaines de millions d'euros, on parle de 5, 10, 30, mais ça exclut déjà toute une frange des collectivités locales. Et donc, finalement, il y a une trentaine de collectivités à la fin qui ont réussi, donc ce qui est à la fois beaucoup par rapport à avant, mais peu par rapport à l'ensemble des besoins. Donc c'est une situation qui a été bonne, qui est bonne, mais qui est extrêmement limitée. Alors, en plus, la difficulté, c'est que la qualité de crédit d'une collectivité locale est forte,
Mais et on y reviendra tout à l'heure, quand je parlerai de la mutualisation, ce qu'apporte l'agence, donc l'agence, elle fait la même chose, c'est-à-dire que c'est du financement obligataire, mais en gros, et non pas au détail. L'intérêt du gros, si on est, sans parler de l'effet masse, etc., mais l'intérêt du gros par rapport à l'aspect notation, par rapport à l'aspect situation financière, l'intérêt du gros, c'est que une collectivité toute seule, même si elle est bien notée, elle est jugée comme fragile parce qu'elle est toute seule. À partir du moment où il y a une solidarité organisée et que ce sont l'ensemble des collectivités qui empruntent via l'agence France Locale, c'est un agrégat de toutes les collectivités locales. Et donc, c'est l'image que je donne souvent, c'est une classe, en fait, on met en place une classe, on présente une classe aux investisseurs, et la note de la classe est meilleure que la note du meilleur élève. Hein, donc c'est ça la force de l'agence France Locale, c'est que on arrive avec une agrégation, avec un mécanisme de solidarité, à faire que la note de la classe soit meilleure que la note du meilleur élève. Alors que lorsque vous n'organisez pas du tout de solidarité, c'était le cas des emprunts groupés qui ont aussi pris place pour essayer de trouver des solutions. Hein. Dans l'urgence en 2012, il y a eu un énorme emprunt groupé de 610 millions d'euros avec 44 collectivités locales. C'était à la fois quelque chose d'exceptionnel, mais ça a aussi scellé la fin de ce type de dispositif parce que ça devenait trop lourd à structurer, à organiser. Et puis en gros, la note de cette opération, alors finalement la note elle n'a pas été publiée parce que justement elle n'était pas à la hauteur de ce qui était attendu, mais la note de la classe, qui était les 44 élèves de la classe, c'était la note du plus mauvais, hein, parce qu'il n'y avait pas de mécanisme de solidarité. L'agence aujourd'hui, on n'est pas 44, il y a 103 collectivités qui sont membres aujourd'hui, mais la note des 103 est meilleure que la note du meilleur. Donc ça, c'est un dispositif extrêmement puissant, on y reviendra tout à l'heure. Donc tout ça pour dire, et c'est le but de cette planche et de la démonstration, c'est que les dispositifs actuels, dans le contexte actuel qu'on a rappelé précédemment, ne sont pas sécurisants, ne sécurisent pas l'accès au crédit. Les banques commerciales, le financement en direct ou l'intervention des pouvoirs publics via des outils comme la Caisse des dépôts ne répondent pas à l'objectif de sécurité, d'accès au crédit et d'autonomie vis-à-vis des décisions de l'État que beaucoup d'élus locaux trouvent aujourd'hui indispensables. Alors la ministre hier a souligné une autre vertu de la création de l'agence qui était de traduire finalement, parce qu'il y a toujours ces idées de défiance entre l'État et les collectivités locales, avec l'État qui considère que les collectivités locales ne sont pas aptes à gérer des affaires sérieuses, parfois. Elle considérait que, en tout cas, elle était fière d'avoir contribué à quelque chose qui permet de démontrer, parce que parfois on a besoin de ces démonstrations, que l'État fait confiance aux collectivités locales en leur laissant les moyens d'agir en autonomie. Et cette banque en est un bon exemple. Alors pourquoi elle dit ça? Parce que, vous l'aurez deviné, mais dans ce pays, on n'aurait pas pu créer l'agence sans, à un moment donné, il y a une loi, donc c'était une initiative gouvernementale, et puis il y a un moment donné où il faut que la direction du Trésor donne le go, parce que aujourd'hui, dans ce pays, ça marche comme ça. Et donc, même si ça n'a pas été toujours facile, à la fin, il y a quand même eu une dernière décision, un dernier appui qui a été donné, bien sûr par les ministres en charge des collectivités locales et Maryse Branchu en particulier, mais aussi par Bercy, qui a fini par, entre guillemets, par lâcher pour que l'agence puisse voir le jour. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut quelque chose d'autre que ce qui existe? Ça, je viens de l'expliquer. Et donc, pourquoi l'agence répond à tout ça? Je l'ai un petit peu exprimé à la fin pour le premier point. En tout cas, c'est que l'idée, c'est d'offrir cette logique. On a bien vu que la logique d'accès direct, finalement, c'était la bonne piste, hein, même si c'est un peu lourd, etc. Mais par contre, elle n'était pas accessible au plus grand nombre.
pour plein de raisons. Donc, il fallait l'ouvrir au plus grand monde et l'agence permet de le faire. Donc, c'est vraiment de partir du postulat que vous, collectivité locale, vous êtes mieux noté que les banques et que donc vous n'avez naturellement, si on fait un petit raisonnement de bon sens, plutôt intérêt à aller directement lever de l'argent plutôt que de passer par les banques et leurs intermédiaires. Donc l'agence France Locale, c'est ça. L'agence France Locale, ça n'existe pas en fait. Hein. C'est pas, il faut absolument pas nous loger comme étant une des banques commerciales parmi d'autres. L'agence France Locale, c'est une somme de collectivités locales qui se réunissent au sein d'une société pour exercer le métier de banque, lever des fonds et prêter avec un seul territoire, c'est la France, un seul objet, c'est le financement de l'investissement, et un seul client, c'est les collectivités membres. Nos statuts et le pacte qui lie les actionnaires nous interdisent de faire quoi que ce soit d'autre, y compris prêter en Belgique pour sourire. On aura aux collectivités locales belges, on pourrait pas. Et tout ce modèle-là, il existe à plein d'endroits dans le monde sous la même forme, c'est-à-dire les agences scandinaves. On pourrait imaginer, la Scandinavie, c'est beaucoup plus petit que la France. On pourrait imaginer qu'il y ait puis ils font plein de trucs ensemble, les Scandinaves. On pourrait imaginer qu'il y ait une agence scandinave. En fait, non. Il y a une agence suédoise, une agence norvégienne, une agence danoise, une agence finlandaise. En Nouvelle-Zélande, ils font plein de choses avec l'Australie. L'agence néo-zélandaise, elle ne couvre que les collectivités locales néo-zélandaises. Donc, on est dans des modèles extrêmement purs, ciblés, centrés sur un seul objet, le financement de l'investissement et des infrastructures publiques locales. Donc ça, c'est un premier élément, et c'est ça qui donne la force au modèle et qui donne cette capacité à optimiser les choses. Premièrement. Deuxièmement, et ça c'est extrêmement important. Et là, la question méritait ou aurait mérité, enfin a mérité, elle a été débattue, c'est de dire, parce que si on est aussi sûr, vous allez me dire, si vous êtes aussi sûr de votre fait, sur le modèle, sur la pertinence et la puissance, à ce moment-là, il faut tout faire. Pourquoi ne pas faire tout? Eh bien, les élus qui étaient à la réflexion alors, pour tout faire, c'est facile à dire, en même temps, avoir la prétention de faire 100% du marché, ça voulait dire constituer ça voudrait ne plus prêter 4 milliards par an, mais 16 milliards ou 18, et donc constituer en fait des fonds propres, c'est-à-dire un capital de la banque, parce que vous savez que maintenant, on ne peut pas prêter sans avoir une quantité de capital importante en face. Si on avait voulu faire 4 fois plus d'activité, il aurait fallu 4 fois plus de capital, et donc vous savez qu'il y a un droit d'entrée pour devenir membre de l'agence, et donc il aurait fallu que le capital demandé à l'entrée soit 4 fois supérieur. Ça, c'est une première limite objective, hein, il ne faut pas se mentir. Mais au-delà de ça, les élus ont considéré qu'il fallait tirer les leçons du passé et qu'il ne fallait pas d'acteurs ultra dominants et qu'il fallait un socle, que l'agence remplirait ce rôle de socle, que 25% c'était un bon niveau d'équilibre et qu'il fallait animer la concurrence. Alors pour rien vous cacher, on a eu une des épreuves de l'examen de l'année 2014. Parmi tous les examens de 2014, il y avait un examen à Bruxelles, qui était celui de la Direction générale de la concurrence, qui a dû également donner son aval. Et donc, Bruxelles bien sûr, ne nous aurait pas aussi facilement donné son feu vert si on avait eu une position ultra dominante qui pouvait amener à fausser et à tuer la concurrence. Donc, on est dans un monde concurrentiel, et ça nous va très bien. On a la prétention de penser, mais maintenant c'est plus une prétention, c'est une certitude que notre arrivée et l'annonce de notre arrivée l'année dernière a contribué à la baisse des marges offertes par les banques commerciales. On a aujourd'hui observé un traitement tout à fait favorable des membres de l'agence dont la liste est totalement publique de la part de nos concurrents, donc qui ont des égards particuliers pour les collectivités qui sont membres de l'agence. Je peux le dire publiquement, puisque c'était hier le vice-président de l'agglomération de Nancy, qui est un membre, l'a dit publiquement que depuis qu'il avait adhéré à l'agence, il avait un traitement un peu VIP de la part de ces banques. Donc voilà, donc ça c'est très bien. On a même réussi, avant même d'avoir
On n'a pas encore prêté à Nancy d'ailleurs, mais lui, il a déjà tiré les bénéfices finalement sans emprunter. Donc ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'était vraiment la volonté des élus. C'était pas de tout faire, mais d'être un peu l'aiguillon de cette concurrence. Et puis le dernier point, ensuite on ouvrira peut-être la discussion. Le dernier point, c'est l'offre, mais ça, je ne vous surprends pas. L'offre de produits financiers, c'est des choses très simples, du taux variable ou de l'Euribor plus marge, bien évidemment, compte tenu de ce qui s'est passé récemment. La volonté des élus, c'est d'être encore beaucoup plus conservateur que le décret qui a fini en 2013, je crois, ou 2014 même, je ne sais plus, à réguler le type d'offre. Non, c'était en 2014, puisque je sais que c'était au moment où on discutait de cela avec l'autorité de contrôle prudentiel. Donc c'est vraiment en fin 2014 que le décret est sorti sur les produits autorisés, 6 ans après la médiatisation des difficultés relatives aux produits structurés. Donc le gouvernement a mis 6 ans à sortir un texte, mais malgré tout, ce texte autorise toujours, par exemple, la vente d'options à l'intérieur des produits de financement. Alors sur des choses qui ne sont pas liées aux parités de change, qui ne sont pas liées à des choses trop lourdes de sens, mais qui sont quand même des ventes d'options, c'est-à-dire qu'on incorpore un produit à l'intérieur d'un produit d'emprunt pour en faire baisser la marge faciale, mais sans donner tous les paramètres. Donc voilà, donc une forme de transparence tout à fait limitée. L'Agence France Locale, et en tout cas ça c'était dans le cahier des charges des élus fondateurs, s'interdit d'aller aussi loin que la loi lui autorise et réduit son offre à des choses les plus simples qu'il soit, le taux fixe et un index variable, l'Euribor, assorti d'une marge fixe. Et la transparence est là aussi bien sûr au rendez-vous et sera au rendez-vous des offres qui sont, même sur les offres à taux fixe, on affiche la marge qui est incorporée dans le prix, puisque nous on ne prend pas de position de taux quand on prête à taux fixe à nos membres. Nous-mêmes on remet notre bilan à taux variable parce qu'on n'a pas vocation à avoir des idées sur l'évolution des taux. Nous on a toutes nos ressources qui sont transformées à taux variable et tous nos crédits qui sont retransformés aussi à taux variable, parce que la vocation de l'agence n'est pas d'avoir des positions, de prendre aucun risque que ce soit sur le niveau des taux d'intérêt. C'est là aussi où on n'est pas une banque comme les autres, bien évidemment. Merci beaucoup pour cette première présentation. Je vous propose qu'on passe éventuellement un peu aux questions. Vous avez toujours ce module à votre disposition, participant à distance. Sinon, Étienne, je ne sais pas si tu veux... Moi, je vais réagir et ça permettra peut-être à d'autres de préparer leurs questions. Alors, à quel titre je m'exprime? Élu local pendant presque 20 ans, notamment maire de Juvisy-sur-Orge, premier vice-président en charge des finances d'une communauté d'agglomération de plus de 100 000 habitants, conseiller général de l'Essonne également pendant la même durée, à ce titre-là président de la commission des finances. Oui, il y a toujours cette constante, mais j'ai également, au cours de ces fonctions électives, été vice-président du syndicat des transports d'Île-de-France, qui est un très gros investisseur, 6 milliards d'euros de budget, vice-président en charge des finances à l'époque, président d'un des plus gros services départementaux d'incendie et de secours, là aussi avec de très gros besoins, ou président du deuxième office public HLM de France. La réaction épidermique des collectivités, pas uniquement des élus, c'est peut-être de dire à l'État, il y a un paradoxe, c'est normal qu'on réagisse comme ça, nous votons nos budgets en équilibre, vous empruntez pour équilibrer le vôtre, et au moment où les choses ne vont pas, vous nous dites à la fois, nous créons un fonds de compensation, le fameux FPIC, c'est-à-dire en gros, nous prélevons dans les comptes des collectivités, et en même temps, nous réduisons nos dotations, en sachant qu'au départ, les dotations sont des dotations de décentralisation. C'est-à-dire c'est les moyens que l'État a donnés aux collectivités pour assumer des missions qui étaient les siennes avant 82 et qui sont devenues les missions des collectivités. Je pense entre autres aux écoles. Donc ça,
c'est la réaction épidermique. La deuxième réaction épidermique des élus, parce que c'est normal que j'en fasse part, ou des collectivités, c'est de dire tout ça est bien gentil, mais si nous pouvions avoir un tout petit peu de sérénité dans la gestion de nos collectivités et pas en permanence avoir une évolution réglementaire, législative, normative, eh bien peut-être que nous aurions pu anticiper. Donc une fois qu'on a dit ça, est-ce que pour autant on a résolu le problème? Non. À la fois parce que le coût des territoires, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se cache derrière le problème de l'État. Le coût des territoires est un vrai problème en France. Alors dans les territoires, d'ailleurs, j'intègre également les services déconcentrés de l'État, les sous-préfectures, les académies, etc. Mais à la limite, c'est pas mon objet. Mais le coût du bloc communal, par exemple, on sait que le bloc communal coûte plus cher aujourd'hui que ne coûtait les mises bout à bout il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est une vraie question. Obligatoirement, ça nous interroge. Et on ne peut pas dire, une fois qu'on a dit ça, deux réponses un petit peu toutes faites. Il aurait été bien que l'agence France Locale arrive avant. Oui, mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade, on est d'accord. Mais enfin, moi j'en ai rêvé pendant des années. Maintenant qu'elle est là, je me dis, c'est super. Parce que je me souviens également de périodes, il y a 3-4 ans, où il y avait des collectivités qui n'avaient aucune offre de prêt. Aucune. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas investir, mais qui n'avaient même pas d'offre de prêt sur ce qu'on appelle la ligne de trésorerie. Et simplement le moyen de payer les traitements des fonctionnaires à la fin de chaque mois. Donc heureusement qu'il y a l'agence France Locale et ce que vous avez expliqué montre à quel point elle est utile. Puis après, pour revenir sur l'investissement, là aussi deux idées, mais assez basiques. Je dirais que n'importe quel interlocuteur comprendra. On dit la collectivité a de plus en plus de mal à investir. Peut-être, mais ce n'est pas au sens strict la question. Ce n'est pas la question du poids de la dette. La question qui se pose, c'est est-ce que la collectivité dégage suffisamment d'autofinancement pour faire face au poids de son endettement? Et l'autofinancement, bien sûr, c'est un petit peu la charge de l'emprunt, mais c'est surtout le coût de fonctionnement du territoire. Là aussi, ne nous mentons pas à nous-mêmes, même si ce n'est pas aussi facile que ça de réduire les charges de fonctionnement. Pourquoi l'investissement est indispensable? Bien sûr, pour l'activité économique locale, la croissance, et dans l'activité économique locale, allons jusqu'au niveau localo-local des choses. Aujourd'hui, vous avez une entreprise de plomberie, d'électricité, etc., qui, parce qu'elle n'a plus de marché public, va fermer ses portes. C'est également l'entreprise de plomberie, d'électricité qui manquera aux habitants de votre territoire. C'est également de la ressource locale. Ce n'est pas uniquement les gros groupes de bâtiments. Donc oui, c'est indispensable que les collectivités soient en soutien. Mais il y a une deuxième raison. Les collectivités ont organisé leur service public il y a une 50aine d'années. À une époque où nous n'avions pas la même démographie, dans certains cas, elle a augmenté, dans d'autres cas, elle a au contraire diminué, et pour autant, la structure des bâtiments des collectivités restait la même. C'est-à-dire que vous allez payer aujourd'hui le prix éventuellement, je ne sais pas moi, d'une crèche qui a été conçue pour 80 berceaux il y a 40 ans, alors qu'aujourd'hui vous n'avez que 30 enfants, ou d'une crèche qui a été conçue pour 80 berceaux, alors qu'aujourd'hui vous en avez 160. Donc il y a un paradoxe dans des techniques d'il y a 40 ans, avec une consommation énergétique d'il y a 40 ans, avec l'impossibilité de réduire les charges de structure, y compris simplement les charges de personnel. Donc oui, l'investissement est le premier moyen de réduire les charges de fonctionnement, au-delà du fait que la collective va aider à la croissance. Donc je pense que si on se dit il faut investir, si on se dit l'agence France Locale a plus que son rôle, je crois là encore, je parle plutôt en local de l'État, celui qui a eu pendant des années les mains dans le cambouis, je crois qu'il en va de notre responsabilité, sans compter ce que vous avez dit en introduction. Aujourd'hui, de toute façon, même si on se cache derrière une réalité, on va dire de 2015, en disant on ne peut pas investir. On ne peut pas, pourquoi? Parce qu'on ne nous aime pas, parce que l'État nous veut du mal. On peut toujours se dire ça, on va dire ça pendant 2-3 ans. Mais de toute façon, ce besoin d'investissement, ce besoin de renouvellement des équipements, de dimensionnement, etc., va se reposer. Donc on va se retrouver confronté au même problème qui va être amplifié dans 2-3 ans, avec une charge pour la collectivité qui sera encore pire. Donc ne restons pas dans une réflexion que l'on interpelle, que l'on demande de la sécurité, que l'on demande une agence France Locale. Je crois que c'est le minimum de responsabilité des élus locaux. Mais maintenant, assumons la réalité de
de nos territoires et des collectivités. Je ne sais pas si... Oui, vous avez il y a des questions sur non, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions, mais je vous invite je vais rebondir parce que tout à l'heure, j'ai fait j'ai pas fait la digression que j'aime faire, c'est d'expliquer effectivement pourquoi on n'était pas là plus tôt quand même. En fait, l'idée, elle a vraiment germé, été portée depuis 2004, même si elle est un petit peu née avant. L'idée, elle n'est pas neuve. Hein, je vous rappelle, hein, c'est les pays nordiques. Danemark, c'est la fin du siècle dernier, mais pas le 20e, hein, le 19e. Donc c'est quelque chose qui est bien sûr qu'on n'a pas inventé et qui était sur la table ailleurs depuis fort longtemps. Donc idée vraiment portée à partir de 2004, notamment dans un premier temps par Gérard Collomb en particulier, maire de Lyon. Donc 2004. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est pas né avant? Dans une première période jusqu'en 2008, il y avait un acteur, on l'a rappelé tout à l'heure, un acteur ultra dominant qui avait une capacité de pouvoir et de lobbying considérable et qui donc ne voyait pas forcément d'un bon œil la création de l'agence France Locale. Ensuite, il y a eu une deuxième période, c'est entre la première et la deuxième faillite de Dexia, entre 2008 et 2011, où là, le nouveau président de Dexia, qui avait été désigné par le président de la République d'ailleurs à l'époque, hein, qui était Pierre Mariani, le nouveau président de Dexia, donc, lui aussi négocie le report de la potentielle création de l'agence parce que il avait un projet de remettre Dexia sur les rails, qui était, somme toute, vu le poids de cet établissement et le risque qu'il faisait peser sur les finances publiques, qui était somme toute également louable. L'avenir a montré qu'il était voué à l'échec, puisqu'en 2011, là, deuxième faillite, et puis mise en run-off, comme on dit, c'est-à-dire en extinction de Dexia en 2011. Et donc, troisième période qui s'ouvre, c'est 2011-2012, où là, les élus disent, bon, alors attendez, dans un premier temps, on n'a pas réussi, dans un deuxième temps, vous avez dit, soyez patient, il faut que Dexia se refasse. Et alors là, maintenant, qu'est-ce qui bloque? Ah ben, ce qui bloque, c'est qu'on négocie, c'est compliqué, on négocie avec Bruxelles justement la résolution de Dexia. Ça a été un dossier extrêmement compliqué. C'était Pierre Moscovici qui était en charge des finances à l'époque, et il a fallu 1 an et demi, quoi. Hein. Donc il y a eu 1 an et demi de négociations extrêmement dures avec Bruxelles sur la résolution de Dexia, et ça s'est bouclé fin 2012. L'addition de Bruxelles, elle date du 28 décembre 2012. À partir de novembre, on y voit à peu près clair, et c'est pour ça qu'en novembre 2012, le président de la République, nouveau président de la République, novembre 2012, annonce au même moment, le même jour au Congrès des maires, la fin des discussions avec Bruxelles pour la résolution de Dexia, l'enveloppe exceptionnelle de la Caisse des dépôts pour pérenniser au moins pendant quelques années l'intervention de la Caisse, et la création de l'agence France Locale. Donc tout ça est un dispositif. Alors depuis la Cour des comptes juge qu'il y en a trop, que finalement le dispositif est trop riche. Bon. Mais on verra. On verra à la fin s'il y en a vraiment trop ou pas. Mais donc tout ça est bouclé en même temps. Et donc effectivement, l'agence a souffert d'un certain nombre de freins différents, hein, pendant ces 3 périodes. Et en novembre 2012, c'est bon, le président Hollande donne le feu vert. Bon, après, il faut un peu de temps, malheureusement, dans ce genre de choses. Il fallait une loi, donc la loi elle est votée en juillet 2013. Il fallait réunir les premiers fondateurs, et ça se fait en octobre 2013, créer les sociétés fin d'année. Et puis en 2014, il fallait construire le dossier, obtenir l'agrément des autorités de contrôle bancaire, l'agrément de Bruxelles. Enfin voilà, donc ça a pris un petit peu de temps, mais finalement pas tant que ça. On a été beaucoup plus vite. Alors l'époque est différente, mais on a été beaucoup plus vite que nos pères scandinaves les plus récents, ceux qui sont nés dans les années 90, la Finlande et la Suède. On a été un peu plus vite, mais voilà, il faut quand même un minimum de temps. Donc voilà, juste pour rebondir sur le passé. Après, on n'a vraiment aucun doute sur la capacité de l'agence à prendre la place que je vous ai décrite. Je vous dis, la seule inconnue, c'est le rythme et la puissance de la montée en puissance, la force de la montée en puissance dans les mois qui viennent. Mais on a même aujourd'hui, grâce aux
aux fondateurs et puis à ceux qui sont venus assez vite, avant même qu'on ait pu avoir les capacités opérationnelles de démarrer. Donc avec les 100 premiers membres, schématiquement, on a même une assiette qui représente déjà 13% de l'assiette totale, c'est-à-dire notre indicateur, c'est le total de la dette, finalement, du stock de dette de nos membres. Et ces 100-là, même s'ils ne sont que 100 sur 40 000 collectivités, ces 100-là représentent déjà 13% du potentiel en termes de stock de dette. Donc on a déjà, avec les membres de la première heure, je dirais un niveau et une assiette qui permet presque, alors c'est pas du tout l'objet, hein, mais qui permet presque à l'agence de s'auto-suffire uniquement avec les premiers membres. Donc on n'a pas de doute si vous voulez, sur la réussite du modèle, parce que les membres fondateurs et les premiers membres ont permis qu'on en soit arrivé vite à ce moment-là. Petite parenthèse, s'ils n'avaient pas été là d'ailleurs avant qu'on démarre, qu'on puisse démarrer, on n'en serait pas là non plus, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas créer... en Suède, c'est 2-3 petites villes de 20 000 habitants qui ont commencé à créer leur truc à la fin des années 80. Aujourd'hui, ça n'aurait pas fonctionné, ça. On aurait eu juste Lons-le-Saunier et Valenciennes, enfin pour prendre 2 de nos membres fondateurs, mais pas les autres. On n'aurait pas eu l'agrément de l'autorité de contrôle prudentiel. Aujourd'hui, on ne crée pas une banque avec sans engagement fort de la part des actionnaires. Donc on avait besoin de cet engagement avec des collectivités qui sont finalement dans une position qui est plus inconfortable que les autres qui attendent de voir si ça démarre. Puis ensuite, donc ça, c'est celles qui arrivent en ce moment. Elles ont attendu de voir que ça démarre. Il y en a qui attendent de voir si ça marche bien. Il y en a attendent, et donc ça, on les aura l'année prochaine. Et puis il y en a d'autres qui attendent d'être sûr que vraiment les prix aient baissé, que ça soit vraiment imparable sur le plan économique. Bon, bah, celle-là, ça sera peut-être dans 2 ou 3 ans, etc. Donc voilà. Donc on est dans ce schéma-là. Et donc je voulais compléter le propos qui était le propos essentiel en fait, hein, sur l'investissement et sur la finalité, parce que moi je suis heureux d'avoir pu orienter la discussion et le propos comme ça aujourd'hui, parce que souvent on a une présentation un peu, mécanique de l'agence, comment ça marche, comment on fait pour adhérer, etc. Bon. Donc parfois on oublie de revenir aux fondamentaux, donc là c'était important. Et il y a une autre lecture un peu fondamentale de tout ça, mais qui permet de rentrer un peu plus dans le détail du fonctionnement de l'agence. C'est celle qu'on peut faire là dans la demi-heure, dans la petite demi-heure qui reste, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est sur la mutualisation en fait, hein, et la solidarité, qui est aussi un thème qui vous préoccupe tous pour plein de raisons, et qu'on va éclairer en évoquant l'agence en même temps. Alors déjà sur le modèle, vous avez bien compris, et ça je l'ai rappelé tout à l'heure, hein, j'utilise toujours une expression, c'est on distribue au robinet. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la sortie, les collectivités membres empruntent des prêts auprès de l'agence, comme elles le font depuis toujours auprès des banques. Donc elles aient un besoin d'emprunt, elles nous appellent, on met en place un prêt, on le débloque, et puis la collectivité l'amortit sur la durée qu'elle a choisie. Donc il ne faut absolument pas que le produit final, le produit de sortie, soit différent de ce à quoi une collectivité de toute taille, petite comme grande, aspire, c'est-à-dire quelque chose de simple, amortissable, etc. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand il y avait des solutions d'émission obligataire directes où les collectivités allaient toutes seules face au marché, elles subissaient les contraintes, c'était un emprunt dit in fine, c'est-à-dire qu'elles devaient rembourser en une fois dans 15 ans ou dans 10 ans. Elles ont du mal à choisir la durée puisqu'on leur impose un peu la durée en fonction des desiderata des investisseurs. Bon, donc c'est pas grave, mais c'est pas ce qu'on attend en fait. Ce qu'on attend, c'est un prêt amortissable. C'est comme ça que l'équilibre et le code général des collectivités est construit, avec une gestion des annuités, une gestion des prêts dans la durée, avec une durée qu'on détermine entre 10, 15, 20 ans, 25 ans parfois, et donc ça, on est à même de l'offrir. Donc voilà, donc premier niveau de mutualisation, et nous, on fait le marché de gros et on emprunte de façon globale, avec des gros volumes, in fine, et on transforme, parce qu'on est une banque, donc ça on transforme, mais avec à nouveau une particularité, c'est qu'on transforme, mais avec des marges de manœuvre très faibles, c'est-à-dire qu'on n'aura pas, nous, d'écart entre la durée des prêts qu'on va faire aux collectivités et la durée des emprunts qu'on va faire sur les marchés de plus d'1 an.
Je vous rappelle qu'en 2008, quand Dexia a fait faillite pour la première fois, il avait à peu près 680 milliards d'actifs, c'est-à-dire de prêts qu'il avait fait à droite à gauche. Et pour ça, il avait emprunté sur des durées différentes. Mais il y avait une poche en face, côté passif, qui était des emprunts au jour le jour. Donc il y avait, comme toute banque, il empruntait un peu à long terme, à moyen terme et à court terme. Mais lui, il prêtait par contre qu'à long terme, hein, parce que c'était les collectivités locales dans le monde entier. Donc les 680 milliards, ils étaient assez longs. Il y avait notamment un gros paquet de 30 ans au Japon. Bon. Et à côté de ça, sur les 680 milliards, il y avait 250 milliards au jour le jour. C'est-à-dire que pour refinancer tous les prêts qu'il avait faits, Dexia était amené à emprunter tous les jours, tous les matins, 250 milliards d'euros. Et donc le jour où tout le monde décide d'arrêter de lui prêter, et tout le monde décide le même jour, dans ces cas-là, eh bien, on tombe, c'est pour ça qu'on peut tomber dans ce schéma-là en une journée. Et donc c'est pour ça que si vous avez suivi un peu les choses, à l'époque, il n'y avait aucune contrainte de la part des régulateurs sur ce qu'on appelle la liquidité. Et donc aujourd'hui, on est sur des contraintes beaucoup plus fortes pour que les banques ne se retrouvent pas dans ces situations-là. Mais là, Dexia avait poussé l'exercice à l'extrême et se retrouvait dépendant de sa capacité à lever 280 milliards d'euros tous les matins. Et ça a marché pendant des années et des années, hein, mais ça s'est arrêté en une journée. Donc, premier niveau de mutualisation. Ensuite, la structure de l'actionnariat. On n'a pas d'actionnaire. Alors aujourd'hui, le plus gros fait 10%, c'est la métropole de Marseille, ou la ville, ou la métropole, je ne sais plus, enfin un des deux, fait 10%, l'autre est juste en dessous. Ce sont nos deux plus gros actionnaires parce que ce sont nos deux plus gros endettés. Et donc, comme le calcul du prix des actions se fait sur un pourcentage de l'encours de dette, on a des actionnaires un peu dominants, mais le modèle, c'est pas celui-là. Le modèle, c'est un actionnariat complètement éclaté, réparti, qui soit celui de toutes les collectivités locales. Alors en Suède, il n'y a que 350 communes, hein, donc elles sont toutes membres de l'agence suédoise. Nous, on n'aura jamais toutes les communes, parce qu'il y en a une frange extrêmement importante, vous le savez, des petites qui n'empruntent pas. Donc comme on n'a rien d'autre à offrir que de l'emprunt, on n'a pas la prétention de faire adhérer les gens qui n'ont pas besoin d'emprunter. Mais on aura beaucoup de membres, et donc il y aura une dilution totale du capital. Mais tout le monde avec la même logique, la même stratégie, la même solidarité, et une gouvernance qui apparaît ici, qui est à deux étages en fait, hein, et ça c'est la loi qu'il a décidé, une gouvernance à deux étages avec une structure holding où sont les collectivités locales, mais qui n'est pas opérationnelle, où il n'y a pas de salariés, et puis une filiale à 100% qui est la banque, et qui elle met en œuvre la politique définie par l'actionnaire. Et puis pour gouverner tout ça, la société holding, il y a un conseil d'administration. Pour l'instant, ce sont les membres de la première heure, les 11 membres fondateurs qui sont au conseil. Ça évoluera forcément dans le temps, mais aujourd'hui, c'est eux qui pilotent la stratégie, en lien avec le conseil d'orientation dont je parlais hier, qui a été donc installé, et qui, lui, regroupe les fondateurs, plus les 50 premiers, donc il y a une soixantaine de collectivités qui sont autour de la table pour partager la stratégie. On a eu des débats extrêmement intéressants, notamment sur ces questions de solidarité. On a eu des expressions de parole des collectivités les mieux notées qui s'inquiètent de la dégradation des finances locales, du fait de savoir si on ne devrait pas être plus dur et exclure celles qui sont en situation dans la zone non pas rouge mais orange, etc. Donc il y a eu des vrais débats de fond sur ces questions de solidarité qui ont émergé, et c'était très précieux. On a notamment, nous, un parti pris de lancement de l'activité qui est ce que les banques ne font pas du tout aujourd'hui, ou très peu, c'est de différencier les prix des crédits qu'on va mettre en place selon la qualité de notation. C'est-à-dire que nous, on fait... alors il y a un élu qui voulait s'amuser, qui a fait mine de ne pas comprendre et qui a dit « mais est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que ce sont les collectivités les moins bien notées qui empruntent le moins cher ?» Eh bien non, ça c'est la loi, enfin c'est la régulation bancaire qui nous oblige en fait à faire payer plus cher les collectivités qui présentent plus de risques. C'est ça un peu la base
de la banque. Donc aujourd'hui, on a un schéma où les conditions de financement sont plus coûteuses, ou, soyons positifs, sont moins coûteuses pour les collectivités les mieux notées, et donc la meilleure situation. Donc ça, c'est juste normal dans une banque. Après, c'est le curseur qu'il faut déterminer. Et nous, on a mis une échelle assez large pour l'instant. Donc par rapport à un prix moyen, c'est moins 30. Donc par exemple, si la marge est à 1% pour le prix standard, la marge sera de 0,70 points de base, donc 0,70% pour les meilleurs et de 1,30 pour les moins bons. Donc il y a un écart assez important qui va un peu à l'encontre de la solidarité, puisqu'on fait payer des prix différenciés. Mais en même temps, l'idée, c'est que l'existence de l'agence et notre capacité à nous financer dans de bonnes conditions fait que quand même tout le monde bénéficie, puis après il y a cet écartement. Et l'idée dans la durée, et ça c'est vraiment la volonté affichée des élus, c'est de réduire cet écart progressivement dans les années qui viennent. Donc en tout cas, première question de débat intéressante autour de la solidarité, de la mutualisation. Bon là, c'était l'occasion de vous montrer qui sont nos membres. Donc cette carte, elle est périmée puisque on vient de clore une nouvelle augmentation de capital et donc il y a une quinzaine, je crois, de points supplémentaires à rajouter sur cette carte. Au passage, vous avez la formule du ticket d'entrée, qui est un pourcentage de l'encours de dette ou un pourcentage des recettes de fonctionnement, parce qu'il y a des collectivités qui n'ont pas de dette. Donc on a trouvé un indicateur substitut dans un souci d'équité bien évident. Et 3 000 € pour les toutes petites collectivités, ça c'est pas pour le plaisir de rompre le principe d'équité, c'est plus pour mettre un rappel, parce qu'on a eu au début quelques petites communes qui ont adhéré, on s'est aperçu qu'elles n'avaient aucun emprunt programmé sur les 6 ans qui venaient. Et donc, alors elles aimaient l'idée, donc elles ont dit on y va. C'était sympathique, mais c'est pas l'objet social de l'agence. Donc voilà, on veut être sûr que voilà, c'était bon, c'est pas, enfin c'est un peu anecdotique, mais c'est amusant. Alors autre élément, et ça j'en ai parlé incitamment tout à l'heure, mais c'est un élément essentiel du modèle, hein, c'est que quand je dis les collectivités, la macro-collectivité locale est en bonne santé. Bon, ça aujourd'hui, ça paraît bizarre parce que tout le monde se tétanise sur ce qui se passe, mais on part d'une base tellement forte que, ayez en tête, ça je l'ai pas assez dit, la macro-collectivité locale, elle est jugée par les agences de notation, par l'extérieur, si on se projette en Europe, ou si on se projette par le passé, parce que dans les années 90, la situation moyenne était bien moins bonne qu'elle le sera au terme des baisses de dotation de l'État en 2017. Ayez ça en tête, hein. Fin 2017, si on projette ce qui va se passer, on arrive à une situation de la macro-collectivité qui est meilleure qu'au milieu des années 90. Donc on partait, et c'est pour ça que l'État s'est permis, entre guillemets, de faire ce qu'il a fait, c'est qu'on partait d'une capacité d'autofinancement extrêmement élevée. Alors après, vous allez me dire, ben oui, mais ça, c'est pas vrai pour tout le monde, moi, c'est pas ça, etc. Ça, c'est sûr. Mais imaginez bien que la direction du budget, ils travaillent sur un agrégat, et eux, ils se sont dit, bon, ben c'est bon, on y va. Hein, donc aujourd'hui, on en est là. Donc la situation de la macro-collectivité locale, elle est très bonne. C'est ça qui est le socle de notre capacité à emprunter sur les marchés dans de bonnes conditions. Donc on est très bon, on est mieux noté que les banques, enfin on a une meilleure qualité que les banques, donc il faut y aller tout seul. Bon. Par contre, quand on a dit ça, il faut organiser la chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se présenter devant les investisseurs en disant nous, l'agence France Locale, en fait, on n'existe pas. Ce sont les collectivités locales. Les gens disent oui, ok, mais comment c'est les collectivités? Ils sont actionnaires. Non, c'est bien, d'accord. Mais après, oui, ça suffit pas. Donc il faut organiser cette solidarité et cette vérité qui est que ceux qui empruntent, finalement, c'est pas l'agence France Locale, c'est les collectivités locales. Donc le modèle ne fonctionne qu'avec un dispositif de garantie où chaque collectivité membre, lorsqu'elle fait un crédit, elle donne une garantie à hauteur du crédit qu'elle a souscrit auprès de l'agence, au créancier de l'agence France Locale. Donc nous, on l'a émis, là, 750 millions d'euros, on n'avait pas fait un seul prêt. Donc tout le monde nous a fait confiance en disant, au fur et à mesure de la production de crédit, aujourd'hui on est à 110 millions d'euros, demain on sera à 200 et à la fin de l'année, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sera à 800. Au fur et à mesure de la production de crédit, on va mettre en place des garanties qui vont progressivement monter et donner une réelle garantie aux créanciers de l'agence France Locale qui nous ont prêté. Et donc, comprenez bien que cette garantie, elle est consubstantielle au modèle. S'il n'y a pas cette garantie,
les investisseurs, ils prêtent plus aux collectivités locales, ils prêtent à l'Agence France Locale, qui est une petite banque à Lyon, enfin j'ai rien contre Lyon, c'est très bien, nous sommes à Lyon, de 20 personnes, qui n'a qui a très peu de surface, etc., même si ses actionnaires sont sympathiques. Donc il faut cette garantie, et là on n'a rien inventé, hein, à nouveau, c'est le modèle d'Europe du Nord qui est sur la table, et qui permet de tenir la promesse, qui est de dire c'est les collectivités locales qui, ensemble, décident de se présenter. Alors là, c'est pas toutes, hein, c'est les 103 qu'on connaît, mais elles pèsent beaucoup. Il y a toutes les grandes métropoles, par exemple, quelques départements, une région. Et donc, les 103 se présentent ensemble avec ce dispositif de garantie puissant face aux investisseurs. Et c'est ça qui a permis d'obtenir une note qui n'est pas la note de l'État français, hein, vous l'avez noté, c'était sur un des slides précédents, je crois. On est un cran en dessous de l'État français, mais pour des raisons de start-up, de montée en puissance. Fondamentalement, le modèle nous autorise à prétendre, alors je ne sais pas si c'est dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, mais nous autorise à prétendre à avoir la même notation que celle de l'État. Je vous rappelle au passage que la ville de Paris a une notation intrinsèque, c'est-à-dire quand on analyse l'entité toute seule, elle a une note dite intrinsèque, mais meilleure que celle de l'État français. Après, on baisse la note parce qu'en France, le système est tellement imbriqué avec l'État, le système institutionnel est très, très dépendant de l'État, et c'est bien, c'est un support important pour que les collectivités soient bien notées. Donc du coup, on rabaisse la note de la ville de Paris à celle de l'État, mais fondamentalement, on a une collectivité, et même d'autres, hein, qui ont une notation intrinsèque qui est meilleure que celle de l'État. Donc nous, on est juste un peu en dessous, mais avec la capacité à avoir la même note que l'État dans quelques années. Je peux vous poser juste une question par rapport à cette présentation. Je pensais aux collectivités, on va dire taille moyenne, 10 000 habitants. Ouais. Pas suffisamment petites pour ne pas avoir à emprunter, mais pas suffisamment importantes pour avoir un service de gestion de la dette. Ces collectivités, aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, on leur dit « mais vous avez été des aventuriers parce que vous avez emprunté sur le franc suisse ou plus exotique ». On dit quand même « vous êtes totalement irresponsable ». Et en même temps, vous en payez le prix. En même temps, pour connaître cette pratique-là, la plupart du temps, bon, certains ont peut-être joué, chercher la martingale, mais la plupart du temps, ils étaient confrontés à une seule offre, avec un organisme bancaire qui leur disait « ça c'est super bien, vous n'êtes pas susceptible de comprendre parce que ce n'est pas votre domaine, et en gros faites-nous confiance, puis de toute façon, c'est nous ou personne ». Donc ce sera ce type de prêt. Est-ce que vous pensez que si l'agence France Locale avait existé à l'époque, et maintenant qu'elle existe, elle peut justement en partie compenser ou enrayer ce risque-là, qui est un risque pour les collectivités monstrueux? Oui, c'est évident. Alors les collectivités aventureuses, pour l'instant, elles l'ont quand même payé toutes seules, hein. Enfin, là, il y a le fonds de soutien, on espère qu'il va se mettre en œuvre, mais elles l'ont effectivement peut-être fait un peu imprudemment, mais en tout cas, pour l'instant, elles le subissent violemment, individuellement. Il est clair que si l'agence avait existé avant, une des missions de l'agence et un des rôles de l'agence, c'est celui bien sûr de dénoncer et d'accompagner les collectivités pour leur éviter cela. Et il n'y a aucune raison, selon nous, d'allouer, et c'est le cas dans beaucoup de collectivités, d'allouer des moyens importants en interne au sujet de la gestion de la dette. La gestion de la dette, les collectivités sont des emprunteurs structurels. Leur sujet, c'est d'emprunter au moindre coût. L'agence permettra de diminuer les coûts, mais sur des choses extrêmement basiques que sont du taux fixe ou du taux variable. C'est déjà une infinité de solutions, déjà, de faire un arbitrage entre un taux fixe à 30 ans et puis d'être indexé sur des taux variables à 3 mois. Je veux dire, c'est déjà un sujet. Donc le seul sujet, c'est celui-là. Prendre des positions sur d'autres solutions. Et d'ailleurs, la nature a horreur du vide et puis le naturel revient au galop. On a à nouveau, et ça ce sont les cabinets spécialisés qui le disent, c'est pas moi, hein, on a à nouveau une vague d'offres de produits structurés. Alors conforme à la nouvelle réglementation, bien sûr, hein, on n'est pas en train de réinventer des choses interdites, on est dans un état de droit. Mais la nouvelle réglementation de 2014, elle autorise à nouveau les ventes d'options, elle autorise à nouveau de prendre des positions sur l'évolution de l'inflation avec des conséquences éventuelles, alors qu'ils ne sont pas des taux à 40%, hein, comme c'est le cas pour certaines collectivités aujourd'hui.
mais qui sont, en tout cas, masquer le vrai prix du crédit, d'une part, ce qui est ce que nous, on dénonce, et qu'on dénoncera toujours, et puis surtout faire que le prix du crédit peut doubler quand même incidemment selon une évolution d'un indice, etc. Donc tout ça, on l'espère, c'est effectivement clairement derrière nous. Et malheureusement, c'est aussi ce qui peut conduire à réduire, alors malheureusement, parce que ça, c'est pas ce qu'on vise comme objet, mais de façon indirecte, réduire l'appétit des banques pour ce marché-là. Parce que s'il y a eu aussi autant d'appétit des banques pour ce marché-là dans les années 2000 à 2005, c'est parce qu'il y avait toutes ces facilités offertes aux banques pour vendre des produits qu'elles n'étaient incapables de vendre à des chefs d'entreprise qui, eux, avaient une vision des risques qu'ils prenaient, qui effectivement n'était pas la même. Et donc, ces produits ont été exclusivement vendus. Il y a eu quelques histoires pour le franc suisse sur des prêts en particulier, là, sur l'immobilier, mais c'est assez marginal. Ces prêts ont été exclusivement vendus aux collectivités locales, en fait. Alors, autre élément sur la mutualisation, donc ça, on l'a évoqué. Nous, une des forces de notre modèle, c'est aussi qu'on va avoir un portefeuille de membres qui va être équilibré sur l'échelle de notation avec des bien notés et des moins bien notés. Et en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la note qu'on a obtenue, c'est la note non pas la note de la moyenne de la classe, mais la note du meilleur élève de la classe, voire même presque mieux que le meilleur élève de la classe. Et donc on voit bien que là, il y a un effet fort de la mutualisation, c'est-à-dire que les collectivités les moins bien notées, certes, elles vont payer un peu plus cher, mais elles vont être entraînées dans un modèle qui leur fait bénéficier d'une matière première, d'un coût de ressources à la base extrêmement faible grâce au modèle de l'agence. On a aussi un souci de rigueur c'est la limite donc de cette mutualisation, c'est qu'il y a quand même un modèle de notation et il y a 4% des collectivités qui sont exclues de la possibilité d'adhérer à l'agence parce qu'on juge que leur notation n'est pas suffisante. Donc on a quand même l'obligation d'avoir un filtre à l'entrée et aujourd'hui on a déjà plusieurs collectivités qui voulaient adhérer, à qui on a refusé. Parce qu'on veut garantir, la pérennité et la solidité du dispositif. Mais ces collectivités qui ne rentrent pas, et ça c'est aussi le modèle d'Europe du Nord qui nous l'a appris, ces collectivités qui ne rentrent pas, et moi je suis le témoin du fait que je suis déjà en discussion avec certaines d'entre elles, leur ambition c'est de rentrer. Et donc il y a un côté vertueux en fait à notre dispositif, c'est que les collectivités, celles qui sont rentrées un peu ric-rac, elles n'ont pas envie qu'on les déclare. Le terme, c'est dormant. C'est pas très agressif comme terme. Ça devient un membre dormant. On a essayé de trouver un terme assez soft, mais le fait est, c'est qu'elles ne peuvent plus emprunter. Et puis ça se sait. Enfin, je veux dire, ça se sait pas forcément dans le grand public, mais ça se sait au conseil d'administration. Donc on imagine bien que les collectivités qui sont rentrées, qui ont décidé de rentrer, avec une note dite moyenne ou orange, elles vont veiller. Et nous, on est totalement transparent sur les critères, etc. Donc c'est facile à faire. Il suffit de décider. Elles vont veiller à ne pas se retrouver exclues. Et celles qui ne rentrent pas, on a beaucoup d'entre elles, et y compris plusieurs grandes villes de plus de 100 000 habitants, ce qui vous montre que c'est pas complètement anodin, c'est pas juste la petite commune qui a loupé un lotissement. Les villes qui ne rentrent pas, on a un dialogue régulier pour partager les ratios, etc. Et elles ont déjà, pour certaines, un peu en machine, en batterie, nos ratios pour voir si elles vont pouvoir rentrer en 2016 ou plus tard, etc. Donc il y a ce côté vertueux qui a marché à nouveau en Suède. En Suède, la qualité moyenne des collectivités s'est améliorée dans la phase de montée en puissance de l'agence. Alors, vous allez me dire, la Suède, c'est pas la France, ok. Mais le fait est que, en tout cas, c'est notre feuille de route. C'est vraiment on a expliqué ça aux élus. Enfin, ils ont été aussi, on a partagé beaucoup avec les Suédois. Marie-Lise Lebranchu rappelait hier qu'elle avait fait un voyage là-bas d'ailleurs. Et donc, les Suédois, ça a marché comme ça. Alors, on verra ce qu'il en est en France, mais nous, c'est notre feuille de route et notre ambition. Alors là, je détaille, mais ça, vous le verrez. Je pense que les supports, ils seront à disposition. Hein. Oui. On pourra mettre également le support plus complet sur la présentation
plus formelle et mécanique de l'agence également. Et donc là, vous avez un modèle de notation qui est extrêmement robuste en cela qu'il finalement, il ne prête pas tellement à débat. Enfin, on n'a aucune collectivité qui était mal notée, qui nous a dit mais je ne comprends pas, tout va bien, tous les indicateurs sont ouverts. Enfin, on a quelque chose qui est basico-basique sur les taux d'épargne, sur l'endettement, sur les marges de manœuvre, avec une mobilisation du pouvoir fiscal de 10%, donc il y a un truc un peu brutal, mais que vous avez eu affaire à des redressements de chambre des comptes, ils inventent rien d'autre que ça, souvent. Donc voilà, et puis une baisse de l'investissement, enfin des choses un peu brutales et pas très rationnelles, mais qui finalement sont les socles d'une analyse financière un peu robuste et sur tout le monde. On fait ça en consolidé, c'est-à-dire qu'on agrège les budgets annexes. Il y a du pour, il y a du contre, mais c'est le choix qui a été fait. On a un modèle unique de notation, quel que soit le niveau de collectivité, enfin le segment de collectivité locale, région, département. Donc ça veut dire que les départements, par exemple, sont plutôt tous notés dans la zone moyenne, les régions dans la zone bonne, et puis le bloc communal, bah, ça s'étale sur toute l'échelle. Je vous dis avec 4% dessus de 6 qui est dans la zone dite rouge, et puis des notations vraiment qui se répartissent un peu partout. Et puis on complète, alors ça c'est pour l'adhésion et la partie purement financière sur les comptes. On a noté d'ores et déjà on sert aussi à ça, hein, et ça on sert à ça même pour les non-membres. C'est-à-dire qu'on a noté tout le monde, on diffuse très largement, alors pas à tout le monde, individuellement bien sûr, mais on diffuse individuellement à chaque collectivité qui le demande, sa notation avec tout le détail des critères, qu'il sache exactement comment on fait, il peut le recalculer lui-même, on a certains qui s'amusent à recalculer, on trouve la même chose, donc c'est bien. Donc voilà, donc on le donne à tout le monde et certains s'en servent d'ailleurs en disant moi j'adhère pas mais ça m'intéresse et voilà. Donc on a un système de notation et ça c'est très différent des banques qui souvent gardent jalousement les choses parce qu'elles n'aiment pas. Nous on est parfaitement transparent là-dedans. Et pour l'accès au crédit, donc quand on est membre, on complète l'analyse purement financière par une analyse socio-économique, donc on se donne des éléments un peu différents d'appréciation, avec des critères comme la CVAE, la CVAE, même si on ne la touche pas, hein, ça donne une idée de la dynamique économique du territoire, les revenus par habitant et le taux de demandeurs d'emploi. Donc parce que c'est des données qui sont bien disponibles au niveau communal, donc c'est intéressant de le faire au niveau le plus fin. Et donc on complète ça. Puis après, pour les collectivités les moins bien notées, on a aussi une démarche plus qualitative en fait, hein, de partage des solutions, des mesures prises, de la prospective, des engagements hors bilan lorsqu'ils sont sensibles, etc. Voilà, rien que de très classique, mais l'avantage du classique, c'est que c'est robuste et que finalement, on n'a pas eu de débat avec aucun sur mais non, votre truc, c'est n'importe quoi. À la fin, on donne peu de prise. On a les ratios, on n'a pas tout ce qui est, c'est un modèle de notation intrinsèque, on n'a pas tout ce qui est comparaison aux autres collectivités de la strate, etc. Nous, on note de façon intrinsèque chacune des collectivités. Et c'est comme ça que ça doit être fait d'ailleurs dans un établissement de crédit. Donc voilà. Est-ce qu'on peut éventuellement résumer ça en disant notre message auprès des collectivités, ce n'est pas de leur dire investissez pour investir ou pour vous endetter, mais d'une part, si vous empruntez pour investir, vous ferez peser sur les générations concernées la réalisation de l'équipement et pas sur une seule génération, ce qui en soi est quand même assez cohérent, surtout au moment où l'argent est relativement peu cher. Et à partir du moment où vous empruntez, on vous donne la possibilité de le faire et de le faire dans de bonnes conditions. Donc en fait, on retrouve quand même une logique et durablement. Un cercle vertueux. Ce qui, par ailleurs, lorsque vous parlez de mutualisation, est totalement dans la logique. Aujourd'hui, comment faire en sorte que la mutualisation des services s'accompagne d'une réduction des coûts, d'amélioration des conditions d'investissement. Donc vous êtes pleinement dans cette logique-là. Exactement là-dedans. Et nous, alors pour terminer, on est sur des maîtrises des risques et le seul risque qu'on connaisse et qu'on est capable d'apprécier et de prendre, c'est le risque de crédit des collectivités, c'est-à-dire l'analyse d'une collectivité sur sa capacité à nous rembourser. Ça, on peut pas y échapper. C'est l'essence de c'est l'unique activité qu'on ait. Donc ça, on prétend savoir le faire bien, dès le démarrage, aussi bien que toutes les banques autres, et durablement. Après tout le reste,
on ne le prend pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas le faire. Savoir comment les taux vont évoluer. On parle du change parce que nous, on peut être amené à émettre en devises, mais bien sûr, on transforme ça en euros. Donc nous, on a des investisseurs qui sont partout dans le monde. Hein. La première émission, il y avait 20% seulement d'investisseurs français sur les 750 millions. Tout le reste, c'était le monde entier. Donc on est déjà un acteur reconnu dans le monde entier qui est, c'est France, ah oui, ça c'est bien, on aime bien. Nous, on a plein d'OAT, on en a un petit peu marre, on aimerait avoir autre chose. C'est quoi? Ah, les collectivités locales, bah oui, ça on n'en a pas, on a un peu de région Île-de-France, c'est tout. Voilà. Donc nous, on a expliqué ça et on a reçu un accueil extrêmement fort des investisseurs. Donc c'était une parenthèse. Liquidité, ça on ne peut pas le gommer complètement, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure sur Dexia. Mais par contre, on le réduit à sa plus simple expression. On a aussi, donc on a 1 an d'écart entre l'actif et le passif, et on a aussi 1 an de réserve. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter, tout s'arrête. La Grèce, là, je ne sais pas, enfin tout s'arrête. On ne peut plus trouver d'argent, même nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On doit pouvoir fonctionner pendant 1 an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire payer le fonctionnement, mais ça c'est peanuts. Ça veut dire rembourser nos dettes, ça c'est vital, sinon on meurt. Et ça veut dire continuer à prêter à nos membres pendant 1 an. C'est-à-dire que l'activité l'activité de crédit nouveau ne s'arrêterait qu'au bout d'1 an. En 2008, quand tout s'est grippé, ça a duré 3 semaines, ou 3 mois pour certains établissements. Enfin, c'est 1 an, c'est très long et personne n'a aucune banque n'a cette capacité, sauf à nouveau, parce que là, à nouveau, on n'invente rien, nos amis et cousins nord de l'Europe. Et c'est fini, je crois. Oui, c'est un timing parfait. Oui, non, mais c'est un timing parfait. C'est vrai que nos participants commencent à se déconnecter pour aller déjeuner. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Les supports de présentation seront disponibles. Voilà. Les supports de présentation seront disponibles sur les réseaux Juris Public et Pilotage Financier, tout droit réservé pour vous évidemment. Et puis je vous remercie d'avoir suivi cette webconférence. Il y a un petit questionnaire à l'issue de cette webconférence. Si vous pouvez prendre le temps d'y répondre, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours sur comment vous avez perçu cette formation. Et puis j'espère à très bientôt pour d'autres formations des réseaux Juris Public et Pilotage Financier. Monsieur Rogier, Étienne, je vous remercie encore et puis à très bientôt. Merci. On aurait adhéré tout de suite.